Bonjour à tous. Suite aux nombreuses questions postées sous la vidéo de Véronique Garcia sur la complémentation en naturopathie et les traitements naturels, j'ai souhaité faire intervenir une spécialiste de la santé vétérinaire, Sylvia Mourant. Bonjour Sylvia. Bonjour. Alors Sylvia, tu as accepté de répondre aux questions qui ont été différentes et proposées. Donc, je rappelle, hein, tu es vétérinaire, tu es naturopathe, vétérinaire aussi. Euh, Tu as de nombreuses également autres activités en complément. On mettra tous les liens en barre de description sous la vidéo. Mais aujourd'hui, c'est vraiment à la vétérinaire que je vais m'adresser, à la vétérinaire naturopathe. La première question, c'est comment traiter naturellement mon animal lorsqu'il souffre d'une gingivite ou peut-être de tartre ou d'inflammation. Quelles seraient les options? Alors, sur les gingivites, déjà, il va falloir quand même séparer un peu le type de gingivite. Si on est sur une gingivite, on va dire simple, c'est-à-dire une inflammation vraiment de la gencive, alors liée soit à une blessure à la base, soit à un problème, en effet, comme tu l'as cité, avec du tartre qui commence à attaquer un petit peu et faire ce qu'on appelle une parodontie. Là, à ce moment-là, on va pouvoir employer des produits qui vont gérer la population bactérienne dans la bouche et gérer l'inflammation. Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est les hydrolats. Je trouve que vraiment, c'est un peu l'idéal pour faire des bains de bouche avec. Et en l'occurrence, l'hydrolat de laurier noble, ça marche très bien en anti-inflammatoire. Ça fait antalgique un petit peu aussi. Si jamais l'animal a mal vraiment au niveau des gencives, on peut aussi utiliser l'hydrolat de camomille noble, par exemple. C'est utilisé, c'est connu dans les poussées dentaires, chez le nourrisson, etc. Tout ça, c'est des produits, les hydrolats, que vous pouvez utiliser vraiment en toute sécurité et où il n'y a pas de risque du coup pour l'animal, qu'on soit sur un chien ou sur un chat. À côté de ça, pour l'entretien, on va dire, de la bouche physiologique, déjà avant même qu'on en arrive potentiellement au stade de gingivite, ce qui fait pour moi le plus effet, c'est vraiment l'effet mécanique. C'est-à-dire qu'il faut que votre animal, votre carnivore, il ait quelque chose à mâcher. Pour le coup, un carnivore, on le sait, ça tranche sa viande et après ça gobe tout cru. Ça mâche pas vraiment son alimentation en vérité. Et donc du coup, il faut vraiment lui donner quelque chose qui va le faire vraiment trancher justement sa viande, vraiment mâcher, parce que c'est l'effet mécanique qui va le plus nettoyer les dents et le plus entretenir quelque part la santé dentaire. Donc pour ça, si c'est un chien, bah, vous avez tout ce qui est oreille de porc, queue de bœuf, enfin les choses vraiment bien à mâchonner. Attention, tout ce qui concerne les lamelles à mâcher. Alors déjà, attention à la composition, il faut qu'elle soit convenable pour un carnivore. Mais en plus de ça, faites attention si votre animal les avale en 2 secondes, bah vous vous doutez bien que du coup, l'effet mécanique, il est à zéro, quoi, hein. Donc, faut pas hésiter si vous prenez ce genre de produit, par contre, à en prendre des quand même assez costauds, de façon à ce que vraiment l'animal mâche. Ensuite, pour les gingivites chez le chat, je vais passer un tout petit peu de temps là-dessus parce que c'est un peu plus particulier. Euh, Chez le chat, la gingivite, il y a souvent un complexe type calicivirus associé ou alors carrément une inflammation liée au système immunitaire en fait de l'animal avec quelque chose d'auto-immun. Et donc là, clairement, il y a un traitement de fond à avoir. Donc ça, à voir en fonction du diagnostic qui est posé par le vétérinaire, hein, évidemment. Mais du coup, là, les petits trucs, on va dire, au naturel qui sont ciblés juste sur baisser l'inflammation de la gencive ne suffiront pas. Il va falloir rentrer vraiment dans une régulation du système immunitaire aussi par la suite, voire dans une lutte antivirale s'il y a un calicivirus. Donc là, on sort un petit peu, on va dire, des trucs classiques. Voilà, je pense que ça paraît déjà pas trop mal. Si une chose quand même aussi, si votre animal a régulièrement des gingivites, ça peut être vraiment utile de regarder s'il est complémenté correctement en oméga 3 pour le coup, hein. Les oméga 3 chez le carnivore, c'est comme chez nous, ils ne les synthétisent pas. Et pour le coup, on en manque souvent dans la ration de base. Et donc, il faut les apporter. Et attention, on voit beaucoup de choses passer où on vous dit de mettre de l'huile de colza, de l'huile de lin, des choses comme ça. N'oubliez pas que le carnivore ne métabolise pas les oméga 3 végétaux. D'accord? Les oméga 3 végétaux, ce sont des ALA. Ils ont besoin d'être transformés par une cascade enzymatique en EPA, DHA, qui seront les oméga 3, qui seront réellement assimilables par le carnivore.
Et cette cascade enzymatique, ils ne l'ont pas, ou elle fonctionne très très peu chez le chien. Donc du coup, et le chat l'a pas du tout. Donc du coup, il faut vraiment apporter de l'huile de poisson ou de krill ou d'algues. Maintenant aussi, je sais qu'il y en a qui se font à partir d'algues pour apporter vraiment directement le PADHA. Et ça, en fait, ça va encourager toutes les réactions anti-inflammatoires dans l'organisme. Plus ça nourrit les muqueuses et toutes les barrières cellulaires. Donc là, pour les gingivites, ça peut être déjà un premier pas aussi qui est intéressant. De quelle manière on peut leur administrer ces complémentations par huile? Par voie orale, par voie cutanée, dans l'alimentation? Parce que tu parlais des chats, on sait que les chats, c'est très compliqué à leur administrer un complément dont ils n'ont pas l'habitude. Ouais. Alors c'est vrai que les hydrolats, on doit en mettre un peu en plus grande quantité. On va dire sur un chat, on va être à 4-5 millilitres à peu près par jour. Par contre, ça a l'avantage quand même de sentir moins fort globalement que des plantes classiques, on va dire. Donc c'est quand même un peu plus facile à faire prendre. Ne pas hésiter à le mélanger dans quelque chose que vraiment l'animal aime bien. Comme ça, au moins, c'est plus facile à faire prendre. L'idéal, si le chat se laisse faire, le chien en général, ça posera pas trop de soucis. Mais si le chat se laisse faire, l'idéal, c'est quand même de prendre une seringue et vraiment de faire un peu un bain de bouche avec, en fait, de l'appliquer quand même plutôt en local. Bon, si vous n'avez pas le choix que le chat se laisse pas faire, à ce moment-là, vous mélangez dans l'alimentation. L'oméga 3, ça sent le poisson. En général, c'est quand même un goût qui est plutôt apprécié par les carnivores. Donc ça, par contre, ça passe en voie orale sans aucun souci. Normalement, pareil, mélangé dans l'alimentation, ça pose pas de problème. Autre question, c'est par rapport à l'utilisation de l'armoise. Est-il possible déjà d'administrer de l'armoise, de l'infusion d'armoise à un animal? Et en fonction de l'état de santé, peut-être les quantités. Y a-t-il des posologies peut-être plus à identifier, ou est-ce qu'on doit écouter plus son instinct? On est toujours dans des contradictions par rapport à l'utilisation très souvent de plantes que l'on utilise pour nous, et on oublie souvent que l'organisme animal n'est pas le même. C'est ça. Alors, l'armoise peut très bien s'utiliser chez les animaux. Alors, par contre, c'est vrai que moi, les infusions, c'est pas l'idéal pour avoir une posologie qui est claire, en fait. Quand on fait une infusion, on ne sait jamais vraiment quelle teneur en principe actif il reste une fois qu'on a fait infuser la plante. Et puis, ça fait des plus grosses quantités aussi à avaler par l'animal. Or, l'armoise, ça a un goût qu'en général, là, par contre, ils n'aiment pas forcément. Donc, du coup, je trouve que l'infusion n'est pas idéale. Moi, je préfère, pour être aussi sûr de ce que j'utilise en termes de posologie, je préfère nettement utiliser ce qu'on appelle un EPS, un extrait de plante standardisé, où là, au moins, on est très clair sur la posologie qu'on va donner. Attention, en effet, en fonction de pathologie, de ce pourquoi on va donner l'armoise. L'armoise, c'est quand même assez costaud, hein. C'est pas une plante anodine. On a un effet, alors qui peut être intéressant, hein, antiparasitaire par exemple, hein, interne. On a un effet dans tout ce qui est maladie de Lyme, qui existe aussi chez l'animal, mais un effet du coup aussi immunostimulant assez fort. Et donc, pour le coup, il faut faire attention, notamment si vous vous retrouvez sur des animaux qui ont déjà des pathologies qui mettent en jeu le système immunitaire. Tous ceux qui ont des allergies, des hyperimmunités, attention à l'emploi de l'armoise. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'employer, mais on pourrait faire flamber au départ. Autre difficulté, des fois avec l'armoise, comme elle est assez costaud et qu'elle a une influence sur le tube digestif, certains animaux la tolèrent mal et du coup, ils vont avoir tendance à avoir des nausées ou de la diarrhée avec l'armoise. Si c'est le cas, évidemment, il faut l'arrêter immédiatement et puis il faudra envisager une autre approche. Personnellement, l'armoise, je l'utilise vraiment dans deux cas en particulier. C'est vraiment la maladie de Lyme, ça c'est sûr, quand il y a un protocole là-dessus, et en cancérologie aussi, pour le coup. C'est les deux cas où je l'utilise le plus, même en tant que vermifuge, même si c'est un bon vermifuge naturel, comme elle est très costaud, je lui préfère d'autres plantes, pour le coup.
C'est vrai que l'on a tendance à toujours vouloir trouver des solutions complémentaires au côté peut-être agressif des accompagnements dits chimiques. Mais des fois, ça peut créer plus de soucis pour la santé de l'animal de faire une complémentation trop hasardeuse. C'est important aussi C'est un des de biais pouvoir s'en principaux rappeler. pour moi en phytothérapie, hein. C'est pas parce que vous êtes avec des plantes et du naturel que vous ferez pas de mal. Je donne toujours cet exemple extrême, hein, mais prenez de la digitale, c'est une plante, bah vous mourrez très bien aussi, quoi. Donc il faut en effet faire attention à ce qu'on fait avec les plantes. C'est pas parce qu'on met une étiquette naturelle que ça veut dire sans effet secondaire et que ça veut dire qu'il n'y a pas de risque à l'emploi, quoi. Pour continuer autour des questions, c'est l'utilisation de la terre de diatomée. Alors, on sait que l'on peut l'utiliser très souvent pour contrer les acariens, le côté un petit peu destructeur de carapace. Qu'en est-il dans l'utilisation par rapport à nos compagnons? Est-ce que c'est conseillé finalement? Est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce qu'on peut leur appliquer sur la peau? Est-ce que pour un chat, on peut le mettre dans la litière, etc., etc. Toutes ces réflexions qui paraissent évidentes et en fait, on fait souvent de grosses bêtises avec ce genre d'utilisation. Ouais, alors moi je suis pas du tout une fan de la terre de diatomée. Alors, dans une utilisation externe complètement à la rigueur, peut-être, mais par contre, dès que ça concerne les animaux, pour moi, c'est non. Tout simplement parce que, bah, vous l'avez dit, le principe d'action de la terre de diatomée, donc c'est une poudre de silice broyée, hein, en gros, et ça abrase en fait, ça va abraser la cuticule des insectes, des acariens ou des parasites si vous le donnez en interne, et c'est comme ça que ça tue l'insecte ou l'acarien ou le parasite. Le problème de ça, c'est que vous vous rendez bien compte que si ça abrase à ce point-là, ça veut dire que si vous l'utilisez par voie interne sur votre animal, bonjour les inflammations intestinales. La muqueuse de l'intestin, c'est quelque chose de fragile et de sensible. C'est une seule couche cellulaire. Vous imaginez bien que si réellement on donne une dose qui peut décaper au niveau vermifuge et qui peut du coup atteindre vraiment les vers, bah, ça va atteindre aussi très bien la muqueuse intestinale et donc on risque de créer une inflammation au niveau intestinal et potentiellement une dysbiose derrière, hein, donc un trouble du microbiote. Donc moi déjà, rien que le principe de le faire avaler à l'animal, non, non et non, quoi. Le truc de le mettre sur la peau pour tout ce qui est parasite externe, bah, c'est pareil en fait. Vous allez avoir une abrasion et une irritation. Alors la peau est protégée quand même un minimum par la couche de sébum. Néanmoins, très souvent, quand vous mettez de la terre diatomée, derrière, on s'aperçoit que le poil est cassant, sec, et voire même que la peau, pareil, va commencer à faire des pellicules, se dessécher. En fait, ça dessèche énormément. Les gels de silice, hein, c'est ce que vous mettez aussi dans ce qu'ils mettent dans les valises ou dans les choses comme ça pour justement que ça ne soit pas humide et que ça se dessèche en fait. Donc c'est le même principe en fait avec la terre de diatomée en local. Vous risquez vraiment d'avoir une agression quelque part de la peau de votre animal. De nouveau, on a d'autres façons de faire qui sont plus douces et qui seront moins nocives pour l'animal. Donc je ne dis pas que ça ne marche pas, mais je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Justement, tu parles d'autres alternatives. Quelles sont-elles, ces autres alternatives? Ouais. Alors, pour tout ce qui va être parasite interne, en termes de vermifuge, alors c'est assez nombreux. Celle qui convient à la fois aux chiens et aux chats, je vais exclure les huiles essentielles, hein, parce que les huiles essentielles, ça marche très bien aussi, mais il faut être très précis dans l'utilisation. Et par contre, en plus, chez le chat, suivant lesquels c'est, ça peut être toxique. Mais on a en plus déjà des façons de faire justement qui sont plus douces. Le truc numéro un, c'est l'huile de pépin de courge. Ça marche très très bien. Donc ça va permettre de protéger déjà la barrière intestinale. Alors ça n'est pas du tout à donner en continu, hein, parce que sinon vous allez faire un film beaucoup trop lipidique et ce ne sera pas bon non plus pour le microbiote et pour le transit. En revanche, vous pouvez le donner ponctuellement. En général, on fait aller 3 à 4 fois dans l'année, comme un vermifuge classique, hein. Et sauf que là, du coup, si vous utilisez l'huile de pépin de courge seule, vous allez le donner sur 3 jours d'affilée, en général aux alentours de la pleine lune. Autre possibilité, vous avez le noyer, qui est une plante.
pareil, qui a une activité vermifuge et qui est très bonne en plus dans la rééquilibration du milieu intestinal de façon générale. Elle est employée en cas de diarrhée également. Et donc, bah, le noyer, ça va être pareil, comme l'huile de pépin de courge, vous pouvez l'utiliser donc une fois par trimestre, hein, sur le même principe, on va dire sur 3 jours d'affilée, ça j'aime bien aussi. Vous avez des produits aussi tout prêts de certains laboratoires. Moi, celui que j'aime bien, alors je suis affiliée à aucun laboratoire, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai pas de part chez qui que ce soit pour le coup. Celui que j'aime bien, c'est le Kitaverm, c'est le laboratoire Déméter qui a fait ça. C'est un mélange justement avec quelques huiles essentielles faiblement dosées, de l'huile de pépin de courge. Et celui-là, justement, s'emploie comme un vermifuge classique, on va dire en chimique, donc à donner une seule fois au moment où vous voulez purger. D'accord? Le principe global du vermifuge, c'est toujours ça, c'est-à-dire c'est on donne au moment où ça purge sur le moment, mais ça protège pas dans la durée. C'est très différent de ce qu'on peut mettre comme traitement sur les parasites externes où le but est de protéger. Là, le but est vraiment plus de purger. Et puis derrière, bah, on refait quand il y a besoin. L'idéal de chez Idéal, mais c'est vrai que c'est peu pratiqué, ce serait en vérité de faire une coproscopie à chaque fois avant pour vérifier si réellement il y a besoin de vermifuger ou non. Mais malheureusement, c'est vrai que ça a un coût aussi, et donc en général, on va vite plutôt à je vermifuge sans trop se poser de questions, quoi. Et qu'en est-il des parasites externes? Alors, pour les parasites externes, il y a plusieurs solutions. Il y a vraiment, moi, ce qui marche le mieux, on va dire, c'est vraiment quand même d'avoir une protection locale, c'est-à-dire vraiment en cutané directement, pour empêcher le parasite soit de se fixer, soit de pas lui donner envie de venir. Donc, vraiment avoir des produits plutôt type répulsif, mais des produits qui vont marcher quand même aussi si jamais le parasite vient et puis avale le produit. Donc là, par contre, on va être beaucoup sur des mélanges au naturel avec des bases d'huile essentielle. Il y a des huiles essentielles qu'on peut quand même utiliser chez le chat, hein, il n'y a pas de souci. À partir du moment où c'est dilué en local, il n'y a pas de problème. En général, ce sont des mélanges qui vont être dilués dans de l'huile végétale avec une proportion à peu près de 10% d'huile essentielle. Les huiles essentielles qui ont été étudiées, hein, où on a vraiment des résultats scientifiques qui prouvent que ça marche, c'est notamment celle de titri, parmi les plus communes et la plus connue. Mais vous en avez d'autres. En fait, tout ce qui va être à base de géraniol aussi va bien marcher. Donc le géranium rosa, l'eucalyptus citronné. Attention avec l'eucalyptus citronné, ça peut créer de la photosensibilisation et des inflammations. Donc attention à ça quand même. Vous avez pareil là des produits qui sont tout faits, hein, pour plus de simplicité d'application. Donc là-dedans, vous avez notamment le Mélaflon de chez Oscan en Spot-on. Ils ont fait une version chat aussi un peu moins dosée, spray en huile essentielle qui s'appelle le Tick Drop par exemple. Donc là, le principe en fait, c'est un peu comme une pipette. Vous en mettez quelques gouttes le long de la ligne du dos de l'animal en partant des omoplates. Alors, la différence avec les produits naturels versus les produits chimiques, ça va être la répétition de l'application, en fait. Les produits chimiques, souvent, tiennent très longtemps dans la durée. Les huiles essentielles, il faut les remettre assez régulièrement. En général, il faut les remettre une fois par semaine, à faire évidemment pendant la belle saison, pendant la saison où il y a des parasites. Une fois que ça gèle vraiment, alors il faut que ça gèle 2, 3 jours de suite. Normalement, vous êtes tranquille, hein, en période hivernale. Il ne doit plus y avoir trop de tiques et plus trop de puces. Si votre animal est particulièrement sensible, euh, il y a une chose que j'aime bien aussi toujours en extérieur, pardon, avant de venir à l'intérieur aussi, euh, c'est la médaille tic clip. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est de la biorésonance. Et ça On a marche déjà eu vraiment. l'occasion d'en parler avec justement une autre vétérinaire nutritionniste. Et c'est un bon outil complémentaire, oui. Ça marche très très bien, c'est hyper simple, il suffit de la fixer sur le collier. Alors ce qui est problématique, c'est pour le chat parce que souvent le chat n'a pas de collier. Donc ça, on ne pourra pas lui fixer du coup la médaille. Par contre, pour les chiens, ça marche quand même très très bien et elle est déclinée en version humaine et cheval aussi pour le coup. Moi, je sais que je l'utilise moi personnellement quand je vais crapahuter en forêt et ça marche vraiment bien.
toujours penser si malgré ces techniques-là, alors il y en a plusieurs autres, hein, il y a des perles de céramique aussi avec des EM imbriqués dans les perles de céramique. Ça, j'avoue que personnellement, j'ai pas encore trop de retours dessus. Donc, je ne sais pas trop vous dire si ça fonctionne ou pas. Tout ce qui est à base d'ultrasons, moi je suis pas chaude. Attention, n'oubliez pas que votre animal, lui, il les entend, les ultrasons. Donc les petits colliers avec un bip ultrason, je me dis que pour l'animal, quand même, ça doit pas être génial. Et d'ailleurs, il y en a qui ne le supportent pas. Euh, et puis du coup, attention quand même, si vraiment l'animal est sensible à plein de parasites externes et que malgré ces méthodes-là, il a tendance à en avoir aussi, ça veut dire quand même quelque part qu'au niveau de son équilibre corporel, il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, on a nos défenses même contre les parasites externes, tout comme on a notre système immunitaire contre les bactéries, les virus pathogènes, etc. Et donc, si vraiment, malgré ce genre de traitement, l'animal reste très sensible, ça peut valoir le coup d'aller faire un bilan justement en naturopathie, d'aller peut-être regarder aussi en acupuncture, est-ce qu'il n'y a pas des baisses d'énergie de défense justement sur certains méridiens, et de refaire le point aussi, par exemple, sur l'alimentation ou autre, parce que normalement, on a quand même des défenses naturelles. Je vais revenir sur les huiles essentielles. Tu parlais de l'application d'huile essentielle en tant qu'antiparasitaire. Est-ce qu'on peut faire, pour que ce soit moins agressif, est-ce qu'on peut faire la même chose, par exemple, avec de l'hydrolat de titri? Oui, alors l'hydrolat, le problème, c'est que là, par contre, il va tenir encore moins longtemps dans la durée. Parce que l'hydrolat, on est dans la partie aqueuse et donc il ne va pas se mélanger au sébum de l'animal. Ce qui veut dire qu'il va être efficace uniquement le temps qu'il est présent. Et il va s'évaporer quand même relativement rapidement. Donc du coup, si vous faites ça à base d'hydrolat, alors ça va être deep sheet, déjà là, vous devez aller devoir le mettre vraiment sur l'ensemble du corps de l'animal parce que ça diffusera pas tout seul en fait sur le reste, parce que ça passera pas via le sébum. Donc ça veut dire qu'il faut un animal qui supporte de se laisser pulvériser à peu près sur tout le poil. Et en plus, vous êtes bon pour le refaire tous les jours si vous voulez vraiment que ce soit efficace, hein. Donc là, ça peut être beaucoup quand même pour l'animal à supporter comme type d'application. Oui, il ne faut pas non plus être toujours en train de courir après son animal pour essayer de résoudre une problématique qui va en découler. On va passer aussi sur d'autres complémentations un petit peu plus connues. L'argent colloïdal. Dans quel cas pouvoir utiliser l'argent colloïdal? Est-ce qu'on peut vraiment l'administrer à notre animal? Est-ce que, comme nous, il y a quand même des indications d'utilisation sur du court terme, hein, parce qu'on voit on le sait aujourd'hui, si on prend trop longtemps de l'argent colloïdal, il peut y avoir une décoloration de la peau, parce que le fonctionnement organique n'est plus dans la même démarche. Et pour l'animal, c'est pareil. De quelle manière administrer l'argent colloïdal? Alors, l'argent colloïdal, en effet, on l'utilise aussi beaucoup chez l'animal. C'est un excellent antiviral, antifongique, antibactérien, anti-tout, quoi, j'ai envie de dire, et un peu anti-inflammatoire aussi. Alors, par contre, en effet, il va y avoir quand même des précautions d'emploi. Déjà, chez l'animal, il s'emploie pas mal par voie orale aussi, pour le coup, chose qui normalement chez l'humain n'est pas autorisée, hein, a priori en France, mais par contre, chez l'animal, on peut. En revanche, attention, c'est un excellent antibiotique. Donc, ça veut dire que comme un antibiotique classique, il va attaquer le microbiote et les microbiomes présents pour le coup. Donc, moi, je limite vraiment l'utilisation de l'argent colloïdal par voie interne à déjà une nécessité vraiment au niveau d'une infection avec bactéries justement ou champignons, ou, enfin vraiment où il faut qu'on s'en sorte à ce moment-là. Si on reprend l'exemple des gingivites tout à l'heure, hein, si le chat a une gingivite avec vraiment beaucoup de suppuration, de production, ça peut valoir le coup de le mettre un petit peu sous argent colloïdal. Par contre, on essaye de ne pas faire plus de 10 jours d'affilée. Parce que du coup, justement, il y a cet impact derrière sur le microbiote où on risque, comme avec un antibiotique classique, de créer une dysbiose derrière et d'avoir d'autres soucis par la suite. Donc attention à cet emploi-là. Et si c'est employé plus longtemps, pour moi, ça doit toujours se faire avec l'accord, pareil, d'un vétérinaire derrière et un suivi veto, parce que ça veut dire qu'il y a une infection quand même enfin, costaud, donc c'est suivi veto de toute façon en parallèle. Si on ne l'utilise pas par voie interne, qu'on l'utilise en voie externe,
À ce moment-là, on a un peu moins, on va dire, ce problème-là. On va quand même toucher au microbiome local aussi, hein, mais on va dire c'est moins gênant que le microbiote interne. L'avantage, c'est qu'il peut s'utiliser même près des muqueuses, etc. Alors, par contre, comme ça reste quelque chose de costaud, on va éviter de s'en servir juste pour nettoyer les yeux, par exemple, de façon classique, ou nettoyer une oreille de façon classique. On le réservera toujours à quand il y a une pathologie et quand il y a une nécessité d'emploi. C'est que toujours c'est le même principe, c'est-à-dire que on va pas sortir un bazooka juste pour un produit d'entretien, quoi, pour le coup. Donc ça, attention à ça. Et l'argent colloïdal, c'est hydrophile, donc c'est pareil, ça passera pas les barrières lipophiles. Donc si par contre vous voulez l'utiliser pour désinfecter une plaie, par exemple, il faut avoir conscience que vous allez désinfecter que la partie superficielle, mais ça va pas pénétrer en profondeur dans la peau. Et donc si jamais l'infection est un peu plus profonde, ça n'ira pas traiter en profondeur. En plus de l'argent colloïdal, on a aussi tous plus ou moins connaissance d'une certaine pharmacopée, d'une certaine trousse de pharmacie, telle que l'utilisation d'argile, l'utilisation du miel, euh, l'aloe vera. Pareil, au niveau de ces utilisations, est-ce que c'est un petit peu totale liberté à chacun ou toujours pareil, faire attention de quelle manière on s'en sert? Alors, il y a des produits qui sont vraiment sûrs d'emploi. Le miel, vous risquez pas de faire de mal avec du miel. En revanche, de façon générale, avant même de rentrer du coup dans chaque produit là que tu m'as cité, moi j'ai un credo vraiment qui me quitte jamais, c'est on met pas de béquille à un organisme qui sait marcher. Donc en fait, même si c'est du naturel, bah, on commence pas à mettre ça, plus ça, s'il n'y a pas une raison pour laquelle le mettre en fait. Et la prévention, c'est pas toujours une raison, parce qu'on ne peut pas tout prévenir de toute manière. Et il y a pour moi un non-sens, juste parce que de nouveau c'est du naturel, commencer à avoir un animal, j'en vois certains, ils ont 4 ou 5 compléments à prendre tous les jours alors qu'ils ont zéro pathologie. Ils ont déjà un pilulier, quoi. Donc il y a un moment, faut quand même se raisonner. Et puis, alors on peut faire attention bien sûr à la santé de son animal, mais ça commence avant tout à la rigueur déjà par une bonne alimentation, un régime équilibré comme chez nous, une bonne hygiène de vie, on s'intéresse à leur émotionnel, enfin voilà. Juste vraiment pour dire déjà, oui, on peut se faire une trousse de secours, mais ça reste une trousse de secours en fait, hein, et on évite déjà de mettre 3 tonnes de choses en prévention. Pour la trousse de secours, donc le miel, oui, top. Dès qu'il y a une plaie, dès qu'il y a, enfin voilà, on nettoie un peu, on met un placard de miel dessus, ça marche super bien. Si jamais, alors par contre le goût est fort, donc il faut que l'animal l'accepte. Mais si jamais il y a une petite toux, évidemment, toujours pareil, hein, après diagnostic vétérinaire, après vérification qu'il n'y a pas quelque chose de plus grave dessous ou quoi que ce soit, hein, retardez pas la prise en charge santé de votre animal en pensant que c'est juste ça. Et puis finalement, bah, on masque le symptôme et puis derrière, on s'aperçoit qu'il fallait pas. Mais donc le miel en voie orale, ça peut aussi très bien marcher s'il y a une toux, justement, un petit coup de froid passager, etc. Tout ça, ça marche très très bien et ça marche comme chez nous pour le coup. Il faut doser un petit peu plus par rapport à nous chez les carnivores, tout simplement parce qu'on n'a pas la même physiologie, mais ça passe bien. Alors, le chat, honnêtement, lui faire avaler du miel, pas toujours simple, hein, pour le coup, ça sent quand même fort, donc de ce côté-là, c'est moins facile. Le chien, ça passe plus facilement, il viendra même en général plutôt lécher la cuillère spontanément, donc ça devrait le faire. L'aloe vera, en voie externe, pas de souci aussi. En voie interne, attention, hein, le gel d'aloe, il accélère le transit un petit peu, il le fluidifie. Et attention au syndrome du côlon irritable, c'est un peu comme chez nous pour le coup. Si on met trop d'aloe à un moment, on peut rendre le côlon paresseux. Ça marche aussi chez l'animal, ça. Donc attention si vous l'utilisez en voie interne, jamais sur de trop longues durées non plus. Mais sinon, c'est un bon anti-inflammatoire en local. Pareil sur les muqueuses on a parlé des gingivites tout à l'heure, ça pourrait marcher aussi. Et puis, pareil en application locale sur la peau, pas de souci non plus. Euh, et l'autre que tu m'as cité, c'était quoi? L'argile. L'argile, L'argile. oui. Alors l'argile, c'est pareil, il en existe différents types. Donc l'argile verte, en général, c'est la plus employée, hein, pour le coup.
Vous pouvez l'utiliser pareil en externe, ça va avoir vraiment un effet anti-inflammatoire, un peu absorbant aussi de toxines, etc. Donc ça, pas de souci en externe. Attention, ça va coller un peu le poil de votre animal, donc bien attendre que ça sèche bien correctement pour brosser après et évacuer, hein. Et puis en voie interne, pareil, là pour moi, c'est uniquement s'il y a pathologie, on n'en donne pas en amont pour faire, même pour faire des cures de désintox ou quoi que ce soit. Euh, c'est vraiment en cas de pathologie. Donc là, en l'occurrence, de pathologie digestive type diarrhée ou enfin voilà, toujours pareil, diagnostic du veto avant, etc. Je vais vous embêter à chaque fois avec ça. Mais voilà. Mais oui, ça peut C'est s'utiliser. pour ça que je t'ai demandé d'intervenir aussi. C'est pour éviter à un moment donné l'automédicamentation, comme on pourrait faire pour nous. Et comme tu le dis régulièrement, c'est important de ne pas médicamenter quelqu'un qui n'a pas besoin d'être médicamenté et puis aussi faire confiance à l'organisme pour des principes d'auto-guérison. C'est ça. C'est comme pour un enfant, si on accourt dès qu'il appelle, et à un moment donné, il n'arrivera plus à être autonome à 100%. Donc, pareil pour la santé, que ce soit la nôtre ou celle de nos compagnons que nous aimons tant, c'est ça aussi qui est important de garder à l'esprit. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase-là, la fameuse on met pas de béquilles à un organisme qui sait marcher. Parce que vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci, marcher avec des béquilles, mais vous allez vous démuscler et derrière, vous saurez plus marcher correctement sans les béquilles. Et bah pour moi, le corps fonctionne de la même manière. Comme tu le dis, il a ses capacités d'auto-guérison et les animaux savent très bien faire aussi, hein. Ils sont même pour certains plus doués que nous là-dessus, hein. Ils ont des capacités de récupération plus rapides. Le chat notamment, il est beaucoup plus costaud que nous de ce côté-là. Et pour le coup, si on l'habitue à fonctionner bah, avec des choses dont il n'a pas forcément besoin à la base, on risque de diminuer sa capacité de réaction en vrai derrière. Et du coup, s'il y a un problème, ça pourrait même être pire, quoi. C'est ça qui est important à garder à l'esprit, encore une fois, c'est pouvoir permettre à l'animal qui vit à nos côtés, parce que là on parle vraiment des animaux de compagnie, de l'animal qui vit à nos côtés, de pouvoir s'auto-régénérer déjà naturellement et en priorité. Et quand on pense souvent accompagnement de naturopathie ou phytothérapie, on part d'une démarche intentionnelle de mieux, de plus sain, mais encore une fois, chaque cas est différent. C'est comme pour nous humains, chaque cas est différent. On ne peut pas généraliser des voies d'administration ni des posologies. Ouais. Ça, puis ne Et jamais oublier aussi l'aspect du coup émotionnel, hein, moi systématiquement qui va avec, ça c'est un grand cheval de bataille, hein. On est sur une approche de naturopathie, donc on est sur une approche dite holistique, ce qui veut bien dire prendre tout en compte. Et on sait très bien, c'est de plus en plus accepté déjà couramment chez l'humain, mais également chez l'animal, hein, ça commence à vraiment se faire une place. On sait très bien que toute pathologie a en général aussi un pendant émotionnel. Et donc, ça peut être particulièrement intéressant aussi de se pencher sur ce côté-là et d'aller voir bah, qu'est-ce qui se passe pour l'animal à ce moment-là, quoi. et pour finir, quelles seraient les plantes absolument à déconseiller, qui seraient peut-être de notre usage à nous humains, mais vraiment à proscrire de l'administration animale? Est-ce qu'il y a des plantes à déconseiller en priorité, ou est-ce que finalement elles ont toutes plus ou moins leur petit effet? Alors, il y a certaines plantes toxiques pour certaines espèces, mais alors ça, il vaut mieux regarder. Enfin, c'est un peu comme chez nous. Enfin, c'est des plantes que de toute façon, a priori, on n'utiliserait pas en soins pour le coup. Donc, a priori, pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Par contre, en fait, pour chaque plante, bah, il y a un effet particulier qui peut être indiqué ou contre-indiqué en fonction de l'animal. Je pense aux grémilles et aux lycopes, par exemple, qu'on pourrait utiliser sur des hyperthyroïdies, mais qui sont très tapantes au niveau de enfin, des reins et qui, du coup, seraient contre-indiquées sur un chat qui, certes, aurait une hyperthyroïdie, mais aurait un risque rénal aussi, hein, puisqu'il est très sensible de ce côté-là. Euh, En fait, chaque plante, il faut vraiment regarder à chaque fois quels sont ses effets secondaires et quels sont
ses propriétés par rapport à l'animal. En fait, je ne peux pas répondre dans le détail parce il y a trop d'espèces et trop de plantes pour le coup, donc c'est un peu délicat. Euh, je peux vous dire, les huiles essentielles à phénol, déjà sûres, elles sont plutôt interdites chez le chat. Mais après, c'est aussi, tout est une question de dosage et de respecter en fait les posologies. Et si on sait ce qu'on fait et qu'on respecte bien les posologies, bah, normalement, on doit ne pas avoir de problème à l'emploi. Le problème, c'est par contre de connaître les propriétés de la plante, la physiologie de l'espèce et les conséquences du coup possibles. Et encore plus, évidemment, si jamais l'animal a déjà un traitement à côté en cours, il y a aussi des interactions médicamenteuses qui peuvent exister entre les plantes et les médicaments que pourrait avoir l'animal. D'où, encore une fois, la priorité de demander régulièrement l'avis du médecin vétérinaire qui accompagne notre animal ou nos animaux. Toujours, pour moi, c'est une obligation. Alors, il y a de plus en plus de vétérinaires qui sont formés à la phytothérapie, hein, donc ils seront capables de vous répondre. Et au pire, ils ont accès derrière, après, on peut se renseigner et puis vous répondre en décalé au pire si le véto ne sait pas vous répondre immédiatement, ça arrive aussi, hein. Mais il y a des moyens de se renseigner de façon fiable, euh, de façon à être sûr de ne pas faire de bêtises. Eh bien, en tout cas, je te remercie infiniment, Sylvia, d'avoir répondu, ou du moins d'avoir éclairci un maximum les questions qui étaient posées donc, sous la vidéo avec Véronique Garcia sur l'accompagnement et les complémentations en propositions naturelles et végétales. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ces complémentations qui s'imbriquent les unes avec les autres parce que ça nous permet de mieux accompagner nos animaux, parce qu'eux-mêmes nous accompagnent à leur manière et de pouvoir partager une vie saine et équilibrée le plus longtemps possible, ce que je souhaite à chacun. Merci, avec plaisir. Merci infiniment Sylvia, merci à tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.